OK pour vous? OK. Bon, on va commencer. Je crois que tout le monde est à peu près là. Alors, bienvenue à cette dernière session concernant en fait le troubleshooting avec les événements étendus. Merci d'être présents déjà tous pour cette session parce que c'est pas une session, je pense, qui est facile. Donc, on va commencer par une question. Je voudrais savoir qui a déjà utilisé les événements étendus dans la salle. Non, mais à part vous. OK. Bon. Très bien. Alors là, l'idée, il y a déjà eu des sessions XE qui ont été proposées et faites au cours des GSS, notamment David Bafalov qui a présenté une session. Là, l'idée, c'est pas de repartir sur la théorie, on va vous expliquer dans le principe ce que c'est, mais de vous montrer ce qu'on peut en faire. Donc les exemples sont très 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 nombreux. On va essayer de passer une bonne partie sur la démo. On va pas tout couvrir, mais on va essayer en tout cas de vous donner une bonne idée de ce qu'on peut faire. Qui passe ? Allez, c'est parti. Allez. Encore ? Donc, ouais. Alors, bon, je me représente rapidement, on revient du coup. Je suis David Barbarin, donc je suis architecte de base de données. Ça fait un petit moment que je travaille avec SQL Server. Et je vais laisser mon collègue se présenter. Donc, je suis Nicolas Souquet. Et moi aussi, ça fait quelques années que je travaille sur SQL Server. Et donc, on va démarrer cette démo. C'est, comme disait David tout à l'heure, il y a quasiment que des démos d'ailleurs. Donc, c'est vraiment... Voilà. On va remercier les sponsors pour avoir organisé cette journée, parce que sans eux, cet événement n'aurait pas existé. On va remercier aussi Gus de l'avoir organisé. Moi, je voulais aussi remercier Nicolas, parce que Nicolas, pour vous dire que c'est, on va dire que c'est un événement international, puisque Nicolas vient de Thaïlande pour pouvoir vous présenter cette session. Donc, j'ai su qu'il venait dans le coin, donc je lui ai dit, viens faire partager ton expérience avec la communauté SQL Server en France. Donc voilà, c'était une petite dédicace pour lui. Donc on continue. Bon, ça tu peux passer, on s'est présenté. Voilà, ouais. On va passer. On va attaquer. Donc, qu'est-ce qu'on va voir dans cette session ? On va rapidement introduire comment fonctionnent les événements étendus. Et ensuite, il y a une série de démonstrations. Chaque démonstration dure un maximum de 10 minutes. Il y en a qui sont plus courtes, mais le maximum, c'est 10 minutes. Et on vous laissera 5 minutes pour les questions. Donc, comme il y a beaucoup de démos, on va essayer de toutes les faire. On va vous demander de garder les questions pour la fin. Moi, je reste après la session si vous avez des questions à me poser. David, il est un peu plus pressé, donc il n'aura peut-être pas le temps. On verra. On verra, ouais. Alors, on va commencer par les options de session. La première, c'est la plus facile. En fait, toutes les options de session qu'on va voir, il y en a plus que ce qu'on va présenter. Mais les options de session qu'on va voir, c'est celles qui ont trait aux performances, à la gestion des performances des événements étendus. Je vais juste couper un peu, très rapidement, pour ceux qui ne connaissent pas. Après, je laisserai Nicolas rentrer. Les événements entendus, c'est une nouvelle fonctionnalité. On a dit qu'on fera un petit rappel. Ouais. Sur SQL, qui est apparu avec SQL Server 2008. Donc à l'époque, on pouvait déjà l'utiliser, on pouvait faire déjà pas mal de choses. Bon, il n'y avait pas d'interface graphique, ce qui rendait son utilisation assez absconte ou assez complexe. Depuis 2012, il y a une interface graphique qui a été mise en place. Alors bien sûr, sur 2008, il y a eu des choses qui ont été faites sur Codeplex, notamment Jonathan Keazias, j'arrive jamais à prononcer son nom, Keazias, qui avait développé quelque chose. Bon, c'était mieux que rien. 2012 a fait qu'on peut maintenant utiliser les événements étendus de manière graphique et plus simplement. Donc ça tend à être, en tout cas, le remplacement du SQL Profiler. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'on peut faire beaucoup plus de choses, trapper beaucoup plus d'événements que le profiler le permet. Ça ne veut pas dire que le profiler ne sera plus utilisable pour le moment, mais en tout cas, les événements éperdus, on va essayer de vous montrer qu'on peut en faire vraiment beaucoup de choses. Donc voilà, je laisse maintenant Nicolas parler un peu. On parle directement, on va rentrer dans le cœur du sujet. L'idée, en fait, c'est de vous montrer les options de session au départ et de vous montrer par des démos ce qu'on peut en faire. Donc, ouais, Startup State, c'est l'option qui est la plus simple. Donc, c'est est-ce que je veux que ma session d'événement étendu démarre avec mon serveur, mais avant que les bases de données que l'instance écoute les connexions. Donc, ça démarre juste avant et après, l'instance est disponible aux connexions. Et si je la laisse à off, effectivement, là, c'est soit je la démarre manuellement,
Donc il faut que je me rappelle que j'avais une session qui tournait si je fais un audit, ou par programmation, donc ça peut être par job, c'est un job qui exécute la procédure stockée, qui démarre la session d'événement étendu. Donc c'est une option qui est typiquement utilisée avec l'audit de sécurité, qui est venu avec SQL Server 2008, puisque là, effectivement, on veut que la session démarre tout de suite avec le serveur. Il faut savoir que la fonctionnalité d'audit de sécurité, elle repose sur les événements étendus. Ensuite, l'option Max Event Size, donc celle-là, ça permet de limiter la taille des événements qu'on capture. Donc s'il est plus gros que la taille qu'on a spécifiée, on va le sauter. Et donc c'est intéressant si on utilise des événements, si on en capture beaucoup, et si on utilise des événements qui génèrent beaucoup de données, comme les plans de requêtes ou la pile d'appel de plusieurs modules de code. Et donc on peut l'utiliser en combinaison effectivement avec Max Memory qu'on va voir juste ensuite pour traiter des événements qui sont relativement lourds. Donc ça permet de diminuer la charge de travail des événements étendus sur l'impact des performances sur l'instance. Et donc Max Memory, c'est, comme son nom l'indique, ça permet de contrôler la quantité de mémoire qui est allouée au tampon de la session. Donc par défaut, un tampon, il occupe physiquement 4 mégaoctets, sauf si on le change, et il est logiquement divisé en 3. Donc ça permet, quand on a beaucoup d'événements, d'éviter que les tampons se remplissent, et donc d'arrêter d'avoir un impact négatif sur les performances, puisqu'on peut par exemple écrire dans un tampon et en lire 2 autres. Donc dans tous les cas, quelle que soit la taille du tampon, quelle que soit la taille physique du tampon, on a toujours 3 tampons logiques. Et les tampons, ils sont traités dans leur ensemble, donc en fait, quand on capture des événements, on ne va pas traiter les événements un par un qui sont stockés dans les tampons, mais on va les traiter, et on traite le tampon dans son entièreté en fait. Et donc on recommande de l'utiliser avec les cibles asynchrones, donc typiquement la node mémoire ou le fichier d'événements étendu, dans lequel on récupère les événements. Ça permet d'impacter, encore une fois, de limiter l'impact sur les performances quand on fait ce genre de capture. Et évidemment, lorsque la session va capturer de nombreux événements. Et en fait, en dernier, donc celle-là c'est l'option de session la plus fine, Memory Partition Mode. Donc là, ça permet d'avoir plus de tampons. Donc là, par défaut, c'est aucun none. Donc on a 3 tampons comme je disais tout à l'heure. Ensuite, on a per node, donc là c'est 3 tampons par nœud NUMA. Donc si j'ai 5 nœuds NUMA sur ma machine, je vais avoir 15 tampons. Et enfin par CPU, donc là j'ai 3 tampons par CPU et c'est 2 fois et demi le nombre de CPU logiques. Donc ça grimpe très très vite quand on met par CPU si on a une machine avec beaucoup de CPU. Et il faut faire attention effectivement avec l'hyperscaling, parce que là, en général, bon effectivement c'est des machines qui sont taillées avec beaucoup de CPU et de mémoire. Mais il faut faire attention quand même. Donc pour résumer ça, j'ai fait un petit tableau. Donc on voit tout de suite que, effectivement, quand on a beaucoup de CPU, ça occupe 265 mégaoctets, avec les options, la taille des buffers par défaut. Donc quand on a des grosses machines avec 1 teraoctet de RAM, c'est pas vraiment un problème. Quand c'est moins, faites les petits calculs avant, parce que ça grimpe très vite et ça peut avoir un impact négatif sur les performances générales de l'instance. Et on va passer aux démos. Donc voilà, vous voyez, la présentation a été courte. Alors on a décidé de vous présenter les options de session au départ parce que c'est vraiment ce qui est important. C'est quand vous créez une session d'événement avec le profiler, bien sûr vous allez enregistrer dans le fichier, il va tout de suite falloir initialiser, savoir la taille de fichier que vous allez utiliser, ce que vous allez pouvoir, voilà, le provider, etc. Parce que ce que vous allez mettre en option d'enregistrement va forcément impacter votre serveur. Effectivement, les événements étendus sont vraiment là pour pouvoir diminuer la charge, bien sûr, les ressources qu'on prend sur le serveur. Les événements étendus, par rapport au profiler, ça sert à ça, c'est vraiment pour minimiser la charge par rapport. Donc voilà. Ce qu'on va faire, on va passer à la démo. Ah oui, c'est du Transact SQL, je vous ai dit qu'on pouvait faire ça en interface graphique, effectivement. Je vais vous montrer très rapidement où ça se trouve. Donc vous avez un nœud événement étendu, normalement, ouais, si je lance pas mon zoom it, oui, parce que maintenant je maîtrise, donc on y va. Ah, c'est ça le master. Ah oui. Ça on le dit pas au départ, mais donc, voilà, vous avez le management comme ça, le nœud management, et puis vous avez justement un nœud événement étendu.
Comment on crée une session? Bon, j'en ai, je vais la supprimer. Vous avez un ensemble de sessions qui sont prédéfinies sur le serveur System Health, qui est défini par défaut, il faut le savoir, qui contient déjà beaucoup d'informations en termes de diagnostic. Avant même de créer des sessions d'événements étendues, il faut avoir la bonne idée de voir ce que propose déjà cette session. Pourquoi? Parce que vous avez les erreurs, vous avez les deadlocks, vous avez tout un tas déjà d'événements qui sont trappés. Inutile d'aller faire de double travail. Vous avez la session Always On, bon, qui est désactivée parce que je n'ai pas de Always On, mais vous avez, pour pouvoir monitorer du Always On et pouvoir débugger, ça se passe aussi avec les événements étendus maintenant. Et je pense que petit à petit, beaucoup de choses vont tendre vers cet outil-là. Comment on crée un événement étendu? Vous avez le wizard où vous avez, comme d'habitude, vous pouvez tout faire vous-même. Vous voyez, vous avez, alors je vais l'appeler session. Vous pouvez démarrer la session une fois, alors c'est l'option, le fameux startup, donc qui sert une fois qu'on a créé notre session. Si jamais l'instance redémarre, on veut que la session d'événement étendu redémarre en même temps. Ça peut être pas mal justement pour le Always On. Si jamais vous avez un failover, vous revenez, ou la session System Health qui redémarre automatiquement pour continuer à tracer les événements. Après, d'ailleurs, vous pouvez utiliser des templates, etc. À vous pouvez en définir. Vous pouvez utiliser des templates. Là, je ne vais pas utiliser des templates. Par exemple, je vais récupérer, là maintenant, ça va être les événements en tant que tels. Alors, vous avez on va dire ça comme ça simplement, ça peut être catégorisé. Vous pouvez faire des filtres. Donc si par exemple je prends Deadlock, vous voyez qu'ici, si je l'écris pas comme il faut, vous voyez qu'ici c'est IntelliSense, donc en fait ça va chercher les événements qui sont relatifs au Deadlock. Si vous prenez le Statement, vous en avez tout un tas. Donc, je vais prendre celui-là par exemple, qui passe ici. Si je fais Next, ici, je peux capturer des actions. C'est quoi les actions? Alors, David Bafaloff vous l'a dit très rapidement lors de sa session. Ce sont tout simplement en fait, des données supplémentaires qu'on va récupérer lors des sessions d'événements étendus. Alors là, par rapport au profiler, quand vous récupérez un nombre de colonnes, le profiler, lui, de toute façon, par défaut, il va récupérer un nombre de colonnes qui est prédéfini, que vous les sélectionnez ou pas. Tandis que les événements étendus ne vont pas du tout fonctionner comme ça. Vous allez avoir une charge utile en fonction des événements, donc un certain nombre de données. Et si vous en voulez des supplémentaires, une fois qu'il a trappé l'action, et uniquement lorsqu'il a trappé l'événement, il va récupérer les données complémentaires. Donc ça minimise l'impact sur votre serveur. Donc je peux aller récupérer, je ne sais pas, le client hostname, je prends au hasard. Vous pouvez faire des filtres. Bon alors les filtres, je vais les passer parce qu'on va pas mal les expliquer. Et bien entendu, plus vous filtrez, mieux c'est. Et ensuite, vous avez tout un tas d'options de session. Donc, je vais arrêter là, je ne vais pas continuer. C'est simplement pour vous montrer qu'on peut le faire par l'interface graphique et c'est quand même beaucoup plus pratique. Donc là, on a décidé on va le faire en Transact SQL parce que c'est beaucoup plus rapide, on peut faire plus de démos. Mais on va simplement vous expliquer ce qu'on a fait. Donc, on va commencer par les options de session. On va faire un petit exemple. Simplement, j'écris un événement de session. Ok, il est créé, peu importe ce que j'ai mis dedans, je vais le démarrer. Et je vais m'intéresser en fait justement Nicolas expliquait le nombre de buffers qui étaient alloués à ces événements de session. Si je regarde ici, voilà, Isomit, on a le total regular buffer qui est à 3. C'est ce qu'a dit Nicolas, par défaut, on a 3 buffers alloués, 3 buffers de 4 mégas. Je vous passe le calcul. Ok, très bien, j'arrête ma session. Je vais utiliser le max event size qui nous permet de récupérer en fait un peu plus on va dire de tampons, de mémoire, pour récupérer comme l'expliquait Nicolas, pour des sessions gourmandes, qui vont récupérer des données qui sont assez gourmandes, les plans d'exécution, etc. Vous voulez allouer un peu plus de mémoire. Pourquoi? Si vous n'avez pas assez de mémoire, les événements sont tout simplement sautés. Donc c'est ce que je vais faire. Je vais ajouter 2 mégas. Je l'ai déjà fait normalement. Je crois. Oui, voilà. En fait, c'est ici, vous allez avoir, alors, bien sûr, dans les vues système, c'est ce qui correspondra au total large buffers. Donc, c'est des buffers additionnels qui sont alloués.
Donc on utilise les vues système liées aux XE, on passe très vite, vous aurez les scripts, ne vous inquiétez pas. Donc c'est une vue système qui nous permet d'avoir des informations sur les événements de session qu'on a créés. Ok, donc ça j'ai déjà fait. Ça j'ai déjà fait. Alors le Memory Partition Mode, donc c'est la dernière option que Nicolas a expliqué. Donc j'ai changé son mode. Par défaut, j'ai trois tampons alloués. Je vais le mettre par CPU. Et je vais regarder ce que ça donne. Voilà. Vous voyez ici, j'ai 10 buffers. Ah, 10 buffers, si vous faites le calcul, déjà je vais regarder combien de processeurs j'ai sur mon PC. Ici j'ai 4 CPU logiques. Et bien 4 fois 2,5, ça fait 10 buffers. On a fait le compte. Maintenant, je vais essayer de voir si en augmentant le nombre de processeurs, ça fonctionne. Alors, pour ça, je vais ruser un petit peu. Je vais utiliser une option. Bon, c'est pour du faites pas ça en prod, bien sûr. Hein. Je le précise, mais je ne devrais pas normalement. Donc là, je vais lui dire j'ai 20 processeurs. Ok, je reviens. Voilà. Et hop, j'ai 20 processeurs logiques. Maintenant, si je regarde à nouveau combien de buffers j'ai d'allouer, oui, si je démarre pas ma session, ça risque pas de marcher. Ok, vous voyez ici, j'ai 50 buffers. Pareil, si je fais le calcul, pareil, 20 fois 2,5, ça fait 50. Ok. Je vous passe la dernière, le Startup State. Voilà, simplement, elle sert à bien redémarrer votre session en cas de crash, en cas de redémarrage de votre serveur. De toute façon, quand votre serveur redémarre, la session redémarre. Donc voilà, maintenant je vais passer la main à Nicolas pour la prochaine démo. Voilà. Donc là, c'est bon? C'est toi? Non, c'est pas toi. Ah ouais, pardon. En fait, j'ai perdu la souris pendant que tu parlais. Donc j'ai dû... Parce qu'il veut que ce soit moi qui fasse les démos. En fait, c'est ça le truc. Tiens. Je vais pas faire tout le travail, non mais. Voilà. Voilà, ok. Alors, cette démo, en fait, on va d'abord commencer par chercher, je vais vous montrer comment on cherche les événements. Donc, on a des DMV, effectivement, comme beaucoup de fonctionnalités qui viennent avec SQL Server. Donc là, si je cherche dans les objets, j'ai toute une série d'objets. Donc, dans les événements, il y a des actions, il y a des cibles. Et donc là, le but de cette démo, c'est d'échantillonner une charge de travail. Donc je vais chercher tous les événements que j'ai qui peuvent me remonter toutes mes requêtes. Donc j'ai filtré mon événement en disant voilà, je veux tous les événements dont le nom contient statement. Et donc j'ai SQL statement starting, completed, et pareil pour mes procédures stockées. Là, l'événement qu'on ne va pas prendre, c'est la recompilation d'une requête. Et donc si je continue, je vais chercher des prédicats de filtrage, parce qu'ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va filtrer la session en disant je vais prendre qu'une seule requête sur les 4 que je me ramène. Et donc ici, il y a 2 types de prédicats. Il y a des prédicats de comparaison, donc c'est typiquement ce qu'on met dans la clause ouverte d'une requête, c'est tout à fait pareil. Et il y a les prédicats de source, donc ça c'est qu'est-ce qu'on fait au moment où on capture l'événement. Donc il y a une prédicat source, ils sont un petit peu loin, voilà. Donc en fait, là je peux compter combien de fois j'ai l'occurrence d'un certain événement, et ça en fait, ce prédicat, il fonctionne avec un unsigned 64. Et donc pour filtrer ma session, j'ai besoin, quand je vais en prendre 1 sur 4, je vais utiliser le prédicat de comparaison qui est dans le même package, et celui-là, il est aussi de type, donc c'est un divide by win 64, donc on garde les mêmes types. Donc ça, il faut y faire attention quand on spécifie des sessions, surtout en transaxuel, avec l'interface, c'est quand même un petit peu plus simple. Et donc, je vais créer une session d'événement étendue
avec les événements qu'on a vus tout à l'heure, donc SQL statement starting, completed, et pareil SP statement starting et SP statement completed. Et donc là, dans celle-ci, je vais vérifier que l'ID de ma base de données c'est toujours resté 5. C'est bon. Ah, l'idée, vous avez compris, c'est voilà, si je prenais le profiler, je veux récupérer une charge de travail pour la rejouer sur un serveur. Mais je sais que ma charge de travail, elle est relativement importante. Là, l'idée, c'est vraiment de limiter. On veut un échantillon, on n'a pas besoin de tout prendre pour pouvoir évaluer, je ne sais pas, on veut récupérer peut-être pour voir s'il y a un index manque ou on a identifié ce qu'on voulait récupérer. On voulait récupérer ou analyser et on a besoin de 5% de la charge de travail. Le profiler ne nous permet pas de faire ça. La session d'événements étendus, comme le montre en tout cas Nicolas, permettent de faire ce genre de choses avec les prédicats sources et les prédicats tout court de toute façon. Donc là en plus, là j'ai pas mis beaucoup de filtres pour simplifier les démos, mais on peut filtrer par la durée d'exécution sur le CPU, la durée d'exécution totale de la requête, ou le nombre de pages. Enfin, il y a tout un tas de filtres qu'on peut rajouter à la suite de la clause where que j'ai rajouté sur l'événement. Donc ici, alors c'est ça qui est un petit peu lourd. Ce qu'on disait tout à l'heure en début, c'est qu'avec l'interface graphique, c'est quand même plus simple. Donc là, en fait, j'ai mon compteur d'événements et je vais filtrer par ça. Donc je dis, j'en prends 1 sur 4. Donc du coup, je capture que 25% de ma charge de travail. Donc je vais définir ma session. Ici, je la démarre. Et donc on la retrouve dans l'explorateur d'objets. Ici. Et on a la cible qui était Event Counter. Tiens, j'ai perdu l'explorateur de solution. Voilà. Alors pour faire ça proprement, je vais créer un petit login avec une petite... Je ne sais plus si je l'ai laissé ou pas. Il est là. Donc j'ai créé un login. Et dans ma base de données, en fait, ce login, il a un utilisateur qui est capable de faire un petit select sur une petite table qu'on va créer tout de suite. Alors là, ça va planter parce que mon user existe déjà. Et dans cette table, je vais tout simplement mettre une ligne. Et je fais une petite procédure stockée qui m'incrémente tout simplement le compteur la valeur de cette table et qui la retourne à l'application appelante. Et puis j'octroie le droit à mon utilisateur d'exécuter cette procédure stockée et pareil de sélectionner la table. Et après je vais utiliser un petit outil qui s'appelle SQL Load Generator que voici. Avec ce petit outil, je peux avoir plusieurs requêtes pour me générer une petite charge de travail. Bon, dans ce cas-là, on va en utiliser que 2. Donc dans une première série de requêtes, je vais exécuter ma procédure stockée. Et dans la deuxième, je vais tout simplement faire un select de ma petite table. Vérifier juste que j'ai démarré ma session, je pense que c'est le cas. C'est bon. Et donc ça joue en fait mes requêtes en boucle. Moi je vais attendre un petit peu. Je vais m'arrêter là, ça suffit. Non, c'est là. Donc si je regarde ce que j'ai dans ma cible, voilà, donc j'ai mon compteur d'événements qui m'a bien ramené ça. Donc si je regarde le nombre d'exécutions de procédures stockées que j'ai, j'en ai fait 1090. Pardon. Et ici, j'ai 547. Donc en fait, j'en ai 272, c'est divisé par 2, puisque dans ma procédure stockée, j'ai 2 requêtes. Donc je l'ai récupéré 2 fois. Et pareil, les SQL statements. Donc là, j'en ai 1073.
Et ici, j'en ai 2106. Donc en fait, il faut soustraire et on retombe effectivement en divisant par 4, on retombe bien sur le nombre de. Les 25% qu'on a trouvé, qu'on voulait capturer. Alors après, on peut le faire par requête. Donc là, c'est un petit peu plus lourd. C'est pour ça que l'interface graphique est bienvenue. Donc là, vous voyez que la requête, il faut utiliser du xQuery. Donc c'est un petit peu plus lourd, mais on retrouve exactement les mêmes résultats. L'idée là, c'est vraiment de vous montrer qu'on pouvait faire le par requête. Alors 2008, il fallait faire ça. Voilà. Avec 2012, c'est quand même plus. On ne force pas, on a juste qu'à double-cliquer sur la cible et voilà. Ok, à moi alors. Alors je vais pas le faire dans l'ordre. Je vais faire comme ça et comme ça. Alors l'exemple suivant, c'est simplement pour vous montrer comment, par exemple, vous avez, on reste dans la continuité de ce qu'a fait nos collègues à la session précédente. On a des waits sur nos serveurs, on a des waits de type A5IO Network. Et on voudrait savoir qui les génère. Donc, simplement, pour rappel, ce type d'attente, c'est simplement relatif au réseau, mais au réseau de manière globale. Ça ne veut pas dire que c'est forcément votre carte réseau, ça peut être aussi votre application qui consomme lentement vos données par rapport à ce que SQL Server lui envoie. Un des logiciels bien connus pour ça, c'est par exemple SQL Server Management Studio. Quand vous faites une requête, le data grid qui est en dessous vous génère par défaut ce type d'attente. Donc là, l'idée, le scénario, c'est quoi? J'ai trois applications. Enfin, j'ai des applications qui vont me générer ce type d'attente. Je vais regarder, je vais le faire tout de suite. On va faire comme ça. Je vais réinitialiser les wait stats. Je regarde ce que j'ai. Bon, pour le moment, voilà, j'ai pas grand chose, c'est pas significatif. Voilà, je lance une requête. Alors il va y avoir un script PowerShell, il va y avoir un script SQL CMD et je vais lancer ça avec SQL Server Management Studio. On va laisser tourner, je sais pas, 10 secondes. Donc, le temps de récupérer quelques wait stats, quelques attentes. Voilà, je vais arrêter là. Donc en fait, c'est des requêtes qui font simplement des selects sur une table qui s'appelle Big Transaction History, donc que j'ai créé avec beaucoup de données. Donc il y a un script qui est disponible sur le net. C'est la Dame Mécanique, je crois, ou je ne sais plus qui a créé ce script pour faire grossir la base de données AdventureWorks concernant les historiques de transactions, me semble-t-il, si je ne dis pas de bêtises. Ok. Si je récupère mes wait stats, vous voyez ici j'ai de l'A5 Network IO. Ok, d'accord, c'est bien, mais qui a fait ça? Donc là, vous êtes bien embêté. Alors effectivement, on peut aller regarder via les vues système. On va regarder les tâches en attente. Alors, on peut faire aussi comme David nous a fait, on clique, on regarde qui attend. Donc ça, c'est une méthode, hein. Il n'y a pas de problème. Ou on peut aussi utiliser les événements étendus, ça peut être un cas d'utilisation. Alors comment on va faire ça? Alors oui, voilà ma session. Donc je vais utiliser, alors ça se passe toujours de la même manière, hein, les événements étendus, c'est comme le profiler, je vais récupérer des événements. Donc ça c'est un package SQLOS, donc en fait je regroupe un certain nombre d'événements. Wait info, donc je vais récupérer mes informations d'attente. Je vais récupérer une information additionnelle par rapport à ça, le client app name. Bon, la méthode n'est pas parfaite ici parce qu'il suffit que le nom de l'application ne soit pas codé soit pas codé. Je récupérerai quelque chose de pas forcément significatif, mais rien ne vous empêche de récupérer le nom en action, le nom du serveur qui initie ce type d'attente. Là, je suis sur le même serveur, donc ça ne serait pas significatif pour moi. Dans le where, je récupère les types d'attente qui sont supérieurs à 0 de préférence, et le wait type 99, c'est le wait type concernant justement ce type d'attente. On a une table de mapping qui permet de récupérer les codes. En cible, où est-ce que je vais écrire, où est-ce que je vais consommer ces événements? Dans une cible histogramme. Ça sert à quoi cette cible?
bah, ça sert, comme son nom l'indique, à créer un histogramme. Un histogramme qui va me permettre de définir bah, des tendances d'utilisation ici, avec bah, qu'est-ce que je veux comme source sur mon histogramme, bah, c'est le client d'appname. Je vais récupérer mes types d'attente que j'ai définis et je vais me dresser un joli histogramme en fonction bah, qui a généré le plus de weight. L'idée c'est ça. Je définis un nombre de slots. Bon, 32, je pense pas que j'ai. Là, ici, j'ai pas 32 applications qui vont me générer ce genre de problème. Là, je prends large, mais à vous de définir la bonne valeur en fonction de votre contexte. Ok, je démarre ma session. Qui doit être par là. Je vais récupérer. Voilà, pour le moment, j'ai rien. Je vais faire refresh intervalle 5 secondes et je refais exactement la même chose. Et je vais regarder qui me génère mes weights. Le plus de weight. En fait, l'idée c'est de récupérer qui me génère le plus de weight et qui me génère des weights tout court et j'essaye de les classer pour pouvoir savoir éventuellement si je ne peux pas améliorer ça et puis regarder l'application qui me génère ce genre de choses. Et puis résoudre tout simplement ce problème. Donc bien sûr, j'ai identifié au préalable que ce n'était pas le réseau ou la carte réseau. Bien entendu, on est d'accord, c'est toute la chaîne qu'il faut regarder. Mais là, je sais que mon réseau est complètement OK. Je n'ai pas de latence à ce niveau-là. Bah, ça peut être que je regarde mes applications. Bah, là, vous voyez que par exemple, dans mon cas, c'est SQL CMD. J'ai fait un invoke SQL CMD qui me génère le plus de types d'attente. Donc c'est intéressant parce que pour la même requête, on n'a pas du tout les mêmes types d'attente. C'est vraiment la façon dont consomme les données par application. La manière dont les applications consomment les données. Donc là, je vais arrêter, pas la peine d'aller plus loin. Donc là, je vais regarder mon SQL CMD, je vais regarder si je peux faire quelque chose. Il se peut que je peux rien y faire, mais au moins je sais de quoi il en est. Ou je dis aux développeurs de coder autrement. C'est pas bien. Donc voilà, j'ai terminé pour cette démo-là. Je laisse la parole à Nicolas. Voilà, donc là, le but de cette session, c'est typiquement, vous avez un développeur qui vient vous voir et qui vous dit, tiens, je voudrais modifier cette procédure stockée. On sait qu'elle est utilisée dans beaucoup de passes d'exécution dans l'application. Et donc, on voudrait savoir exactement qu'est-ce qu'il l'appelle parce qu'on n'a pas tout tracé dans le code. Alors pour ça, qu'est-ce que je vais faire? Pour l'exemple, je crée une petite table dans laquelle je vais stocker, dans laquelle je stocke simplement un petit entier. Je stocke juste la date à laquelle je l'ai enregistré et pareil, derrière, je vais appeler une procédure stockée qui va stocker un nombre aléatoire et avec la date à laquelle je l'ai modifié. Alors derrière, je vais créer une petite vue qui est purement utilitaire en fait. Ça me renvoie un nombre complètement aléatoire. Donc si je fais plusieurs appels à cette vue, ça me fait 8, 3, 0, 7. Voilà. Alors ici, je crée une petite procédure stockée. J'espère que vous allez bien le voir. Voilà. Donc la procédure stockée, elle est très simple en fait. Je récupère juste un entier à partir de ma vue. Oula. C'est un peu triché puisque normalement une vue elle renvoie plusieurs lignes, mais bon là on sait ce qu'on fait, donc je le récupère directement. Et ensuite je fais simplement un update de ma petite table et je stocke l'heure à laquelle je l'ai stocké. Voilà. Et en fait, ce que je veux faire ici, c'est qu'à chaque fois que je vais insérer une ligne dans ma table, je vais avoir mon trigger qui appelle cette procédure stockée pour me stocker, le nombre. Je crée mon petit, si j'arrive à cliquer. Et donc là, dans ma table, j'ai rien du tout. Alors pour faire ça, je vais créer une session d'événements étendue. Donc je vais capturer tous les appels de n'importe quel module. Donc ça peut être une procédure stockée, ça peut être un trigger.
Et par contre, ce qu'on va voir, c'est que les modules dans le DMV sont considérés comme des modules d'exécution, mais qu'en fait, dans ce cas-là, on ne voit pas l'appel à la vue. Et je vais stocker ça en fait dans une cible, c'est un anneau de mémoire, donc ça retient un certain nombre d'événements, et ça fonctionne exactement comme un FIFO, c'est-à-dire que le plus vieil événement qu'on a stocké, il sort, et c'est le plus récent qu'on garde. Donc je crée ma session. Je la démarre. Et je vais juste insérer une ligne. J'ai pas dû le... Voilà. Et donc là, en fait, quand j'ai fait cette insert là, quand j'ai fait cette insert là, ça a appelé le trigger, ça a déclenché le trigger qui a appelé la procédure stockée, qui, elle, exécute la vue. Et donc si je regarde ce que j'ai capturé dans ma session d'événements, donc là, c'est pas très lisible, ça me retourne directement le document XML. D'ailleurs, ça n'a pas l'air d'avoir marché. Si, merci. Il a dû changer. Oh, le filou. Oh, le boulet, oui. Donc là, je vais arrêter ma session. Alors, vous n'êtes pas obligé de faire comme ça, Select Object ID. Nous, on le fait pour la démo, mais vous pouvez tout à fait faire ça en SQL dynamique, récupérer l'ID et puis générer votre session comme ça. C'est tout à fait possible. Après, si vous voulez automatiser ce genre de choses, bon là, c'est la démo. C'est l'effet démo. C'est l'effet démo. Voilà. Donc là, je redémarre ma session avec le bon Object ID, cette fois. Je démarre la session. Bon, non, je vais l'arrêter, c'est bien. Et je vais rajouter une nouvelle ligne, c'est pas grave, dans ma table. Et donc là, si je retourne à ma session, voilà, donc là c'est pas très interprétable. Voilà, c'est beau, on a des... C'est du XML, donc là, voilà, l'interface graphique, ça marche pas avec toutes les cibles. Et donc là, il faut se plonger dans le XQuery, et ça devient tout de suite moins risible, puisque là c'est quand même un petit peu plus lourd à écrire. Donc, je vous passe les tailles de la requête que vous retrouverez sur le site du GUS. Et si je parse mon document XML, je me retrouve avec ceci. Donc j'ai effectivement l'index de ma transaction qui a été capturée par ma session. Et ensuite j'ai l'index de la requête dans cette transaction. Donc là on voit que j'ai bien appelé ça c'est mon petit insert, qui a ensuite été compilé, donc là c'est paramétré. C'est ce que vous a montré Christophe un petit peu plus tôt dans la journée. Et ici, j'ai bien l'appel à mon trigger qui a été déclenché par mon insert, qui est ici. Ce trigger, il a appelé ma procédure stockée, et ma procédure stockée, eh ben, c'est ça qu'elle a fait. Donc on a le code. Et en fait, tout ça, on le retrouve avec le cache, dans le cache de procédure, en fait. Donc je fais une petite jointure un peu plus bas, avec cette DMV qui est sysdm SQL text. Donc en fait, je prends effectivement la sortie de mon RIP buffer et après je peux faire des jointures à l'extérieur. Voilà. Je vais laisser la parole à David pour la démonstration suivante. Alors là, c'est un scénario. Alors, pour vous présenter le scénario, c'est un problème de connexion d'une application à un serveur SQL. Donc ça, c'est souvent, voilà, on vient vous voir, ouais, j'ai un problème de connexion, ça se passe pas forcément tout le temps. Je me prends des timeouts et je ne comprends pas pourquoi à la connexion. Alors vous, on vous demande de regarder, vous vous dites, bah ouais, c'est pas moi, connexion timeout. Regarde, c'est peut-être de ton côté. Donc voilà, c'est le fameux ping-pong, ça revient. Et maintenant, on va être, comment aller voir si c'est la faute du développeur ou si c'est la faute du DBA. Bon, on va essayer de faire ça dans cette session. Alors, normalement, elle est créée, je vais quand même... Voilà, hop. Vous n'avez rien vu. Alors, voilà. Pour illustrer le scénario,
voilà, ce que je vais faire, je vais lancer 2.bat. Donc ça simule des connexions clients qui se connectent justement au serveur SQL. Donc j'ai des connexions OK. Et puis d'un coup, voilà, ça s'arrête. Vous ne savez pas pourquoi. Voilà, donc c'est comme si votre application essayait de se connecter. Et puis vous allez avoir un joli message d'erreur au bout d'un moment, forcément un timeout. À un moment donné, vous avez un timeout de session. Et puis le développeur vient vous voir et vous dit bah ouais, j'ai des timeouts. Ah ouais, mais regarde, ça se connecte ici, c'est pas ma faute. Alors à votre avis, c'est le développeur ou c'est le DBA? Oh, c'est le DBA, c'est forcément la base de données. De toute façon, voilà, donc vous voyez, ça peut être voilà, tout le monde va se. C'est le jeu de la patate chaude. Donc on arrête. Donc en tant que DBA super sensé, je vais dire ah non mais attends, on va essayer de regarder ton problème. Je vais pas aller à la pause café, je vais regarder ton problème. Qu'est-ce que je fais? Et bien tout simplement, là je me dis bon, je sais pas trop ce qui se passe. Je vais créer une session d'événements étendue qui va me récupérer, alors naturellement les événements de type login, on est d'accord, et qui va me récupérer une action supplémentaire, donc une donnée supplémentaire qui s'appelle Client Connection ID. Alors ça ne marche pas pour tout, ça marche depuis le framework 4.0.3 je crois. Vous avez dans le framework, à chaque fois qu'une connexion se produit, ou en tout cas est créée par une application, il y a un identifiant Unix de connexion qui est créé. Donc là, vous voyez, tout à l'heure, j'ai lancé 2 fenêtres de connexion, mais imaginez que vous ayez ce problème-là sur un serveur, et puis sur un client, et puis sur un autre client. Ça marche pour un serveur, ça ne marche pas pour un autre, etc. Là, c'est vrai que c'est un peu compliqué. Bah là, vous avez un Client Connection ID, vous avez un identifiant de connexion, et vous pouvez le retrouver. Alors, comment on va faire? L'idée, déjà, je vais commencer par créer cet événement étendu. Je vais récupérer ça. Et comme je ne sais pas trop ce qui se passe, ben, je vais récupérer en fait les requêtes qui passent en starting, completed, toujours avec la même action supplémentaire, les modules qui passent. Donc voilà. Éventuellement les événements d'erreur qui pourraient passer au-dessus de 16, égal à 16 ou au-dessus. Je ne sais pas trop ce que je vais récupérer. Bon. On va voir. Je mets ça dans un fichier parce que les connexions, il peut y en avoir un certain nombre. Et comme disait tout à l'heure, si on utilise Nicolas, si on utilise une cible de type ring buffer, j'ai une grande chance de vider le buffer avant de capturer ce que je veux et d'analyser ce que je veux. Je vais mettre ça dans un fichier. Je vais stocker ça dans un fichier. Donc bien sûr, quand je stocke ça dans un fichier, je paramètre les options max memory, etc. Le memory partition node, je vais allouer un peu plus de buffer parce que j'ai 20 CPU. Ok, je fais ça, je démarre. Mais c'est pas tout. C'est pas tout parce que ça n'a pas marché. Qu'est-ce qui se passe? Tu l'as déjà démarré. J'ai démarré, mais non. Ok, j'ai fait ça. Maintenant, c'est pas fini. Je vais corréler ça avec une trace ETW avec Windows. Alors, je ne rentre pas dans le détail. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais juste vous montrer un peu ce que ça fait. Je vais créer une trace ETW, je vais utiliser bien sûr le perfmon, et je vais récupérer en fait tout ce qui se passe dans le provider ADO.net. Donc je vais tracer ce qui se passe dedans. Ok, j'initie, je démarre ma trace et je relance ça. Normalement, à un moment donné, voilà, je vais me retrouver avec mes connexions qui vont s'arrêter, qui vont partir en timeout et qui vont recommencer. Ok, bon voilà, ok, bon, ok. Très bien, j'arrête. J'ai suffisamment d'éléments pour pouvoir... voilà. Ok, on a fini, c'est bon, ok. J'arrête ma trace. Je vous passe la commande. Et je génère en fait un fichier. Alors il y a un fichier summary, il y a un fichier dump. Donc c'est du XML à l'intérieur. Donc tout ça avec ma trace ETW.
Voilà, donc là, bon, vous voyez que c'est assez complet, donc c'est la stack, on trace, en fait on récupère la stack. Et je vais arrêter ma trace. Je récupère ça dans... Là. Le dernier qui est 17h45. Donc voilà, j'ai ajouté un certain nombre de colonnes, le Client Connection ID pour le moment. Je sais pas, après j'ai peut-être récupéré... pourquoi pas, je suis sur un timeout, alors pourquoi pas récupérer des... m'afficher des données de durée, si je les ai là, oui. Allez, hop. Pour le moment, je laisse comme ça. Bon, là, j'avais déjà, bien sûr, récupéré, je fais simplement un timeout. Effectivement, j'ai bien un timeout qui est au-dessus, qui apparaît ici. Et je vais récupérer le Client Connection ID du dessus. Hop. Ouais, parce que j'ai tout un tas d'événements de connexion. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la connexion qui est partie en timeout. Normalement, si tout marche bien. Voilà, j'ai récupéré en fait ce qui s'est passé pendant les événements qui sont produits lorsque j'ai initié ma connexion. Donc j'ai corrélé en fait l'événement de trace avec l'événement que j'ai dans mes événements étendus. On voit ici que là, il y a eu un module start, un module end. Tiens, qu'est-ce qui s'est passé? Ah, j'ai un trigger qui s'est déclenché pendant la connexion. Probablement un trigger de type un trigger de niveau serveur. Je vais regarder. Oui. Serveur, trigger. Ah, effectivement, j'ai un serveur. Ça, c'est marrant. On a le même nom. Enfin, je dis ça, je dis rien. Hein. Je dis rien. Bon, pour le moment, je suis bien embêté parce que j'ai dit au développeur que c'était de sa faute. Donc, il va avoir object, on va faire comme ça. Et je regarde. Alors, effectivement, j'ai un trigger de niveau serveur au moment du login. Et on voit ici, en gros, que si je ne suis pas le login SA et que je ne suis pas un sysadmin, en fait, et que j'ai plus de 8 sessions ouvertes, et ben j'attends. Bon là, bien sûr, c'est facile, j'ai un wait for delay. Donc le problème, il est là. J'attends 31 secondes par défaut sur les connexions client SQL, le timeout est à 30. D'où mon timeout. Alors, remplacer ça par toute une procédure métier qui dure plus de 30 secondes, et vous pourrez dire, bah oui, attention, c'est peut-être à cause de ça que j'ai un problème. Là, c'est un problème de niveau, c'est un trigger, mais ça pourrait être autre chose. Là, l'intérêt, c'est de vous montrer qu'on peut maintenant corréler ce qui se passe côté client, avec un client de connexion ID, avec ce qui se passe côté serveur. C'est beaucoup plus simple. Avec le profiler, c'est impossible. Ça, vous ne pouviez pas le faire. Bien sûr, vous pourriez lancer une trace, regarder, espérer, voir ce qui se passe, peut-être générer une erreur et puis aller fouiller dans le code. Mais ici, c'est complètement plus facile. J'ai récupéré le Client Connection ID, celui qui m'a posé problème, et j'ai tout de suite filtré. Voilà. Donc maintenant, je laisse la parole à Nicolas. Cela dit, tu as dit au développeur que c'était de sa faute, maintenant tu lui dois une bière. Ah non, moi je lui ai rien dit, j'ai encore rien dit. J'ai dit maintenant. Sinon, une bière. Mais qu'est-ce que je vais faire? Forcément, je vais modifier le trigger, je vais dire, ça marche, c'est bizarre. Voilà. Ah, je comprends pas là. On va passer à ce qui est un petit peu la bête noire de tous les DBA, c'est les deadlocks. Vous en avez probablement entendu parler dans la session de Frédéric et Ariane. Oui, c'est vrai ça. Donc là, le but, en fait, c'est de capturer effectivement on va capturer des verrous, la description des deadlocks. Mais ce qui est bien, c'est que j'étais justement à la pause café, en train de prendre ma bière que David m'avait donnée, par exemple. Et je reviens, et là, il y a un développeur qui me dit « Oh là là, on a plein de deadlocks ». Et en fait, j'avais pas de session, j'avais pas de trace, j'avais rien du tout. Et c'est ce que disait tout à l'heure David, c'est que dans la session System Health, en fait, elle collecte tous les deadlocks. Alors c'est dans un ring buffer, mais on a les derniers au moins.
Et on va voir ça dans cette petite démo. Donc là, je fais une petite table, toujours avec un tiny int, et je vais tricher en disant, je vais utiliser le niveau d'isolation de transaction serialisable avec ma petite table, et puis je vais ouvrir une transaction que je ne vais pas valider ou annuler. Et je vais faire ça dans 3 petites sessions. Pardon. Donc je vais démarrer mon select partout. Voilà. Et ensuite je vais juste simplement surligner mon update parce que le moniteur de deadlock il se déclenche au bout de 5 secondes, donc j'ai pas beaucoup de temps. Voilà. Attention. Alors, pendant que tu fais ta démo, simplement les deadlock multi-victimes, parce que là c'est un multi-victime. Hein. Ouais. Voilà. Pas forcément facile, c'était pas forcément facile, c'était impossible je crois à traquer avant avec le profiler. Ouais. Avec le profiler. Ouais. Enfin, on peut le faire maintenant, le profiler le gère en SQL Server 2012, ouais. J'ai regardé. Ouais. En 2008 il le faisait pas. En 2008 il le faisait pas. Bon, globalement c'est quand même une avancée parce que bien sûr il faut l'avoir le deadlock multi-victime, mais maintenant on est capable de pouvoir recenser ce genre de choses concrètement. Ouais, très facilement. Très facilement. En plus là, c'est comme je disais tout à l'heure, c'est livré avec SQL Server, donc voilà. Il n'y a pas grand chose à faire. Donc là, j'ai eu mon deadlock, et je l'ai eu ici aussi, et... Ah tiens, pourquoi je ne l'ai pas... Bon, là, ça sera un mono victime, je le referai tout à l'heure, parce qu'il nous reste un petit peu de temps. C'était un mono victime, voilà. Ouais, oui, il semblait que je l'avais démarré partout. Donc dans mon rig buffer, j'ai tout un tas de choses, et si je cherche l'événement, XML, deadlock, report, voilà, et donc là-dedans, en XML, j'ai tout un tas de choses, et là on peut voir la liste des requêtes que j'ai exécutées qui sont à l'origine du deadlock, ou qui étaient, en tout cas, qui participaient à la situation de verrouillage. Sauf que ça, c'est pas très interprétable, et donc là encore une fois, il faut se plonger dans le SQL. Alors, attends, partout. Il me semble qu'il y a le deadlock report en fait. Even file, je dois l'avoir là-dedans. Voilà. Donc là, en fait, cette session, elle utilise 2 cibles. Dans la cible d'event file, j'ai XML deadlock report. Alors, je sais pas si j'en ai un après. Par date, mais je crois Ouais, que c'est bien. Attends, on va voir. Ah, donc c'est celui-là. Hop. Et donc là, en fait, j'ai simplement besoin de copier ça. Ça y est. Allez, rigole pas. Voilà. Et donc là, en fait, il suffit que je sauve mon deadlock avec une extension XDL. Alors oui, où il est maintenant? Voilà. Et donc là, j'ai mon deadlock mono-victime. Donc j'ai mon graphe qui décrit effectivement ce qui s'est passé. Après, c'est vrai que dans ce qu'on collecte dans le... Comment dirais-je, on pourrait écrire une requête plus compliquée qui donne plus d'infos que ce qu'on a dans le graphe. Alors, ouais. C'est surtout ça, en fait. Quand vous récupérez dans le profiler, en général, vous récupérez ça. Mais en fait, dans le XML que génère les événements étendus, vous avez beaucoup plus d'informations. Par exemple, le niveau de transaction qui est utilisé, là, vous ne l'avez pas. Il y a le type de verrou. Enfin, si le type de verrou il y est... Vous l'avez, mais le niveau de transaction, par contre, qui peut être utile dans ce cas-là, vous ne l'avez pas. Donc il va falloir là, on est obligé d'aller voir le XML à ce niveau. Donc là, c'est... alors, où c'est que j'ai caché ma requête maintenant, moi ? Ah bah dis donc. Voilà. Donc là, c'est un peu plus lourd.
Là, c'est une autre façon de récupérer effectivement le deadlock. Donc là, j'ai moins de détails et du coup, je peux voir ce qui s'est passé. Et alors, où c'est qu'il est? Donc là, j'ai bien le lock mode. Et au niveau c'est à la fin, je crois. Ouais, c'est vers la fin. J'ai même l'application sur laquelle qui l'a provoqué, ce qui est quand même assez intéressant. Et voilà, c'est réalisable. Donc, j'ai la base zonée, j'ai tout un tas de choses qui permettent de remonter vraiment à la source du problème. Alors si l'interprétation des deadlock reports, il y a quelqu'un qui a écrit une série d'articles dessus qui s'appelle Bart Duncan et qui vous aide en fait à interpréter toutes les données qu'il y a dans ce rapport. Il nous reste un peu de temps. Est-ce qu'il y a des questions ou est-ce que je refais la démo? Avec le multivictime, cette fois. Bon, voilà, c'est 17 ans, on va peut-être passer aux questions. Ouais. Parce que du coup... il reste quelques minutes. Bah justement, voilà. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ce qui a été fait? J'en ai une, moi. C'est au niveau du niveau de détail entre les événements étendus et le trace flag qu'on peut utiliser pour... De 12-22, je crois, ou un truc comme ça. Pour les deadlocks? 22, je crois. Ouais. Et savoir si quelle est la différence entre les deux. Je crois pas qu'il y en ait en fait. On obtient la même chose. La seule différence, c'est qu'avec le 13/12/22, c'est stocké dans l'event log du SQL Server. Donc il faut aller le chercher. Alors que là, vous l'avez en fait directement dans la cible des événements étendus. Donc c'est un petit peu plus facile. Après, ouais, c'est tout le travail d'interprétation qui est un petit peu plus lourd. Mais ouais. Alors, on insiste encore. Ce que Nicolas a fait, on est parti ici chercher dans System Health. Donc c'est par défaut sur SQL Server maintenant. Donc là, vous allez juste à chercher l'événement XML. Ouais. Bon, alors, effectivement, après... Là, c'est vrai que le trace flag, il faut l'activer déjà. Il faut l'activer. Alors que là, on n'a rien à faire. C'est vraiment si vous avez... Si on n'aime pas avoir des deadlocks, personne n'aime en avoir. Hein. Donc là, c'est vraiment si vous arrivez d'en avoir un, vous l'avez, vous n'avez rien besoin d'activer en fait. Ça, c'est plutôt sympa. Ok. Pas de questions? Bah, écoutez, on vous remercie. Merci de votre... Merci beaucoup.